Jeux Olympiques sont l'un des plus gros événements dans le monde. Dans les 3 millions de spectateurs y assistent et 3 milliards les regardent à la télé. En 2017, Paris était en compétition avec Hambourg, Rome, Budapest et Los Angeles pour être le pays qui allait accueillir les JO 2024. La suite, on la connaît, c'est Paris qui l'emporte. Je ne pensais vraiment pas autant m'y intéresser, parce que les JO se sont toujours passés dans un autre pays que la France. Mais aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé et Paris s'est littéralement transformé pour devenir la ville haute que l'on connaît aujourd'hui. Parce que ça fait 100 ans qu'on n'a pas vu les JO à Paris. C'est littéralement un événement qui arrive qu'une seule fois dans une vie. Ça veut aussi dire que Paris n'avait que 7 ans pour se préparer aux JO, depuis 2017. 7 ans pour faire de Paris le site emblématique de l'édition 2024. C'est parti, ça y est! Que les jeux commencent. Paris a accueilli les JO en 1900 et 1924. Tout d'abord en 1900, Paris intègre les JO à l'exposition universelle. Et à ce moment-là, l'événement s'appelait les concours internationaux d'exercice physique et de sport. Ouais, c'est pas vraiment accrocheur. Près de 1000 athlètes originaires de 24 pays différents se sont réunis pour s'affronter pour la première édition de ces JO de Paris. Et surtout, à cette époque, la Seine était considérée comme baignable. C'est important parce qu'on va y revenir juste après. Pour le coup, la deuxième édition a accueilli près du double du nombre de pays, 44 au total, originaires de 5 continents différents. Et c'était aussi l'occasion pour la France d'innover et d'inventer le concept de village olympique. Concept qui maintenant a été repris ensuite à chaque édition des Jeux Olympiques. On en reparlera dans quelques minutes. Et aujourd'hui, la France a vu grand. Ce sont près de 206 pays attendus pour un total de 10 500 participants qui vont se faire concurrence autour de 32 sports et 329 épreuves sur 35 sites différents. Tout ça évidemment retransmis en direct partout dans le monde pour des milliards de téléspectateurs. Rafael Nadal, le plus parisien. C'est littéralement l'un des plus gros événements de l'année. Alors, le premier gros enjeu pour ces JO Paris 2024, c'est d'enfin rendre la Seine baignable. En fait, ça fait très longtemps que la Seine était considérée comme baignable, dès le XVIIe siècle. Elle a même accueilli les nageurs en 1900 à l'occasion des JO. Mais cette baignade a été ensuite interdite à de nombreuses reprises, au cours du XVIIIe siècle notamment, avant d'être autorisée à nouveau, puis définitivement interdite en 1923, juste avant les JO 1924. Notamment à cause de plusieurs problèmes comme le trafic de péniches et évidemment de la pollution de la Seine. Pour le coup, ce n'est pas du tout la première fois que des épreuves de natation pourraient être annulées à cause de la mauvaise qualité de l'eau. On a vu exactement les mêmes news quelques jours avant les JO de Rio en 2016 et puis les JO de Tokyo en 2020, comme les épreuves de triathlon et marathon. Mais dans les deux cas, les épreuves se sont déroulées sans trop de problèmes à la dernière minute. En 1988, déjà, Jacques Chirac avait annoncé rendre la Seine enfin baignable au bout de 5 années. Mais pour le coup, cette promesse ne s'est pas du tout tenue. Alors, pourquoi être revenu en arrière et comment Paris compte pouvoir contourner le problème à temps pour les JO? En fait, la Seine, ce n'est pas qu'un simple fleuve qui traverse Paris. Elle sert aussi de déversoir pour les égouts de Paris. Et il y en a énormément tout autour de la Seine, juste en dessous de nos pieds. En fait, ces égouts se remplissent au fur et à mesure que le temps passe. Le problème, c'est que lorsqu'il pleut, ces égouts sont rapidement inondés et ne peuvent tout simplement pas contenir cette énorme quantité d'eau. Donc, le trop-plein ici finit dans la Seine. C'est ce qu'on appelle le déversoir d'orage. C'est exactement le même système que pour nos lavabos. Au lieu de déborder, l'eau va se déverser dans un autre canal, ici en l'occurrence la Seine. Maintenant, le gros problème, c'est que ces eaux sont polluées. Elles contiennent en bien trop grande quantité les bactéries E. coli et entérocoques. À cette épidémie d'infections graves, Les conditions sanitaires, pour moi, ne sont pas réunies. En fait, on retrouve l'E. coli dans notre corps de façon naturelle, mais certaines souches sont nocives pour notre santé. Maintenant que l'on sait quoi regarder, comment est-ce que l'on réalise les prélèvements pour savoir si la Seine sera vraiment baignable ou non à temps pour les JO? En fait, Paris prélève chaque jour l'eau de la Seine à 4 endroits différents, en amont, au centre de Paris, et un peu plus loin en aval. Le but étant d'arriver sous un certain taux pour ces deux bactéries. Donc, moins de 1000 unités formant colonies d'E. coli pour 100 ml d'eau, et 400 unités pour 100 ml d'eau pour les entérocoques. Et la seule chose que l'on remarque pour le moment, c'est que les données changent chaque jour et chaque semaine. Il est très difficile de prédire vraiment ces données dans le temps. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, plus il pleut et moins la Seine devrait être baignable, justement à cause des rejets de ces bactéries dans l'eau. Pareil lorsqu'il y a des nuages. Les rayons UV ne dégradent pas autant les bactéries que lorsqu'il y a du soleil. Donc, beaucoup de soleil et pas de pluie veut dire une qualité de l'eau meilleure. On le voit du 24 au 29 juin 2024, où la Seine pouvait être considérée comme baignable. Par contre, la météo pluvieuse et orageuse fait considérablement augmenter le taux de bactéries et donc diminuer la qualité de l'eau, comme depuis le 13 juin ou bien le 25 juin. Donc ouais, c'est très compliqué parce que le facteur météo est très dur à prédire. Par contre,
Paris essaye de contourner ce facteur pluie en construisant un énorme bassin de stockage derrière la gare d'Austerlitz de 50 000 m3, soit l'équivalent de 20 piscines olympiques. C'est tout simplement gigantesque. Et justement, il est supposé éviter de déverser les eaux usées dans la Seine. Il s'agit en fait d'un énorme cylindre de 50 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur qui abrite 20 immenses piliers. Écoutez ce gars l'expliquer très facilement. Ce qui nous reste pour atteindre les critères sanitaires de baignabilité, c'est de réduire la concentration bactériologique de certaines bactéries fécales. Et là, au lieu de les rejeter dans la Seine, on les rejette dans ce bassin. Ces eaux usées récoltées vont être stockées pendant un fort épisode de pluie avant d'être envoyées vers les stations d'épuration, pour ensuite être nettoyées et rejetées dans la Seine propre. Donc en soi, la Seine ne sera pas nettoyée. Ce qui est actuellement dans la Seine ne sera pas nettoyé, et ça, Paris ne peut pas y faire grand chose. Mais ce qu'elle peut faire, et ce qu'elle va faire, c'est au moins éviter que les eaux usées qui débordent des égouts se retrouvent dans la Seine. C'est ça pour eux, nettoyer Paris. Le village olympique de Paris a essayé de répondre aux nouvelles exigences face au changement climatique. Il est donc très spécial et moderne à la fois. Il se situe juste ici, aux abords de la Seine, à côté de l'île Saint-Denis. Et nous les Français, on sera juste ici. La plupart des bâtiments sont construits en bois et les sols sont recouverts de béton dit ultra bas carbone. Autre nouveauté aussi, c'est l'absence totale de climatisation. Une centrale géothermique devrait fournir du chaud et du froid en même temps dans le plancher en garantissant une différence de température avec l'extérieur de moins 6 degrés. Normalement qu'il fasse 25 ou 40 degrés à l'extérieur. Le truc c'est que beaucoup de pays n'ont pas spécialement adhéré et ont demandé une clim temporaire pour garantir les meilleures performances possibles pour les athlètes. Donc même si la démarche est plutôt bonne et va dans la direction de l'environnement, en soi, ça reste controversé. Parce que le but aussi, c'est de permettre aux athlètes d'être dans leurs meilleures conditions possibles. Parce que c'est ça les JO, pousser l'athlète à son maximum. Et puis en même temps, en tant qu'événement international regardé par des milliards de spectateurs, il faut montrer l'exemple et s'aligner avec les directives climatiques, notamment l'accord de Paris. Mais d'ailleurs, est-ce que les JO seront vraiment aussi verts que ça? Le gros problème des JO, c'est qu'ils rejettent énormément de CO2 dans l'atmosphère. Il faut construire les installations et surtout amener le public sur place, donc des millions de spectateurs. Et de base, les JO de Paris devaient contribuer positivement pour le climat, donc atteindre cette fameuse neutralité carbone. Objectif de zéro déchet. 95% des sites sur lesquels vont se dérouler les Jeux étaient déjà existants, et si on s'est efforcé... Paris pensait compenser intégralement les émissions de gaz à effet de serre qu'elle aurait émises. Mais les choses ont changé. Le but actuel serait de diviser par 2 l'empreinte carbone des JO 2024 par rapport aux JO précédents. En soi, je trouve que c'est déjà une plutôt bonne nouvelle. Depuis des dizaines d'années maintenant, les JO polluent de plus en plus. Les JO de Londres en 2012 ont rejeté près de 3,5 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, 3,6 millions de tonnes pour le Brésil en 2016. Pour le coup, Tokyo en 2020 n'a pas accueilli beaucoup de spectateurs à cause du Covid, donc ce n'est pas comparable. Paris annonce 1,5 million de tonnes de CO2 pour ces JO 2024, où le transport de spectateurs et participants émettra clairement plus de CO2 que les autres secteurs. Et cet objectif est clairement remis en question par certains qui l'opposent à l'accord de Paris. Le truc aussi, c'est que Paris a décidé que les compétitions de surf se feront à Tahiti, à des milliers de kilomètres de Paris. Déjà ça pollue pas mal, et puis cette tour d'aluminium a fait énormément débat. Son but, c'est simplement d'accueillir les juges et la presse pendant quelques jours seulement, donc pendant les compétitions de surf. Mais les protestations des Polynésiens ont permis, au final, de revoir la construction et alléger un peu cette tour. Alors qu'il y avait très clairement des sites de surf autour de la côte française, donc qui pollueraient beaucoup moins. Les JO font partie de ces événements uniques qui regroupent les meilleurs athlètes dans le monde. Everything comes down to this moment. Mais aujourd'hui, il est encore difficile d'allier sport et écologie. Heureusement en tout cas, on semble aller dans la bonne direction. En fait, des JO plus verts, c'est possible. Ça veut surtout dire moins d'infrastructures et des infrastructures qui existent déjà. Peut-être même organiser une édition dans plusieurs pays avec plus de spectateurs qui habiteraient proches des épreuves, plutôt qu'à des milliers de kilomètres et donc prendre l'avion et polluer davantage. C'est possible, et ce serait peut-être la seule solution face à cette perte d'intérêt qu'on commence à avoir pour les JO. Et c'est exactement ce que compte faire la Coupe du Monde dans les prochaines éditions, l'organiser dans plusieurs pays et permettre un peu de raviver la flamme et l'engouement, alors que c'est déjà l'un des événements les plus médiatisés et regardés dans le monde. Vous avez peut-être vu quelque part sur internet une info comme quoi on pourrait voler en taxi volant cet été pendant les JO de Paris. Dans le ciel de Paris, entre le drone et l'hélicoptère, le Volocity. Si c'est le cas,
ça ferait de Paris l'une des toutes premières villes à accueillir les taxis volants. Et ça c'est super intéressant, parce que ça montre que ces taxis sont déjà accessibles comme un service et nous rapprochent un peu plus de ce rêve du tout électrique. On parle surtout de l'entreprise Volocopter allemande ou bien de Airbus, qui proposent tous les deux un taxi très similaire et dont le but est de couvrir une courte distance en très peu de temps. J'en parle pas plus parce que ça va sûrement pas se faire, mais j'en ai dédié une vidéo plus longue sur ma chaîne juste ici, qui explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore d'avion électrique et pourquoi ça pourrait se faire dans les années à venir. Les 5087 médailles olympiques de ces JO sont très spéciales. Elles sont faites à partir de morceaux d'origine de la Tour Eiffel et designées par le groupe LVMH. Donc ouais, ce n'est pas n'importe quoi. Centre, imaginé par Paris 2024, un véritable morceau de Tour Eiffel, un hexagone. Le centre de cette médaille forme un hexagone qui rappelle la forme géométrique même de la France, et vous aurez remarqué que ce bout de Tour Eiffel juste au milieu n'a pas du tout la même couleur que la Tour Eiffel d'origine. Parce que sa peinture, qu'on appelle brun Tour Eiffel, a été enlevée pour laisser la place à la couleur d'origine du fer, pesant au total 18 grammes. On retrouve autour de l'hexagone de fines lignes qui partent vers l'extérieur et qui sont reliées aux morceaux de fer par 6 petits bouts de métal répartis sur les 6 coins de l'hexagone. Et fait briller 100 ans plus tard le retour des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Cette médaille sera portée grâce à ce ruban bleu pour les Jeux Olympiques et en rouge plus profond pour les Paralympiques, mélangeant les deux premières robes de la Tour Eiffel qu'on appelle rouge Venise et brun rouge, tout en arborant un motif Tour Eiffel. Et petit clin d'œil à Louis Braille, où les mots Paris et 2024 sont écrits en braille au dos de la médaille des Paralympiques. D'ailleurs, est-ce qu'une médaille comme celle des JO de Paris 2024 est réellement faite d'or, d'argent ou de bronze? En fait, oui et non. Elles sont principalement faites en argent et seulement un tout petit pourcentage d'or pour la médaille d'or. La médaille d'or doit être plaquée d'au moins 6 grammes d'or pur. Et pour les JO de Tokyo en 2020, près de 6 millions de téléphones ont été recyclés pour fabriquer ces médailles. C'est en tout 32 kg d'or pur qui ont pu être produits et recyclés, 3500 kg d'argent et 2200 kg de cuivre pur. Quasiment 5000 médailles entièrement faites à partir de matériaux recyclés. Et évidemment, ces médailles ont une certaine valeur. Pour un poids de 529 grammes, la médaille d'or est la plus lourde et vaut dans les 900 €. Chaque médaille d'or n'a pas vraiment la même valeur en fonction de qui l'a remportée et sur quelle épreuve. Pour chaque nouvelle édition des JO, 28 disciplines sont choisies par le comité olympique. Et le pays organisateur, donc la Paris, a la possibilité de choisir jusqu'à 5 nouvelles disciplines. Paris en a choisi 4. L'escalade sportive, skateboard, surf et le breaking. Alors, pourquoi avoir choisi ces 4 épreuves en particulier et comment elles vont se dérouler? L'escalade consiste entre autres à escalader un mur de 15 mètres de haut le plus rapidement possible. C'est littéralement 8 fois ma taille. La place de la Concorde à Paris compte accueillir les épreuves du skateboard, le street et le park. Le street consiste à enchaîner des figures pendant 45 secondes sur des éléments type urbain comme des escaliers ou des rampes. Le park permet à chacun de réaliser des figures en mélangeant fluidité, mouvement et rotation de la planche. Et de montrer aussi que l'on maîtrise parfaitement notre planche, évidemment. Le surf à Tahiti permettra à chacun de réaliser une série de figures pendant une trentaine de minutes. Et enfin le breaking, qui est une nouveauté totale pour les JO et qui a fait son apparition dans les années 70 aux États-Unis. Dont le but est de montrer sa créativité et agilité face à ses concurrents pour espérer remporter le premier titre de champion olympique de breaking. Ce sport permet surtout aux JO de s'innover tous les 4 ans et de proposer ce qui peut-être n'a jamais été vu par le grand public. Et au final, promouvoir davantage de nouvelles disciplines dans le monde pour les rendre plus accessibles et intéressantes. Parce que le gros problème qu'ont les JO actuellement, c'est que plus personne ne veut les accueillir. Comment est-ce qu'on explique ça? En fait, cette question n'est pas du tout récente. On en parlait déjà il y a des dizaines d'années. Est-ce que les JO sont morts? Et depuis, cette question revient sans cesse après chaque édition. Paris a eu la chance d'accueillir les Jeux Olympiques en 2024 parce que c'était littéralement la seule ville à vouloir y participer. On est passé de 11 candidatures pour les JO de 2004 à une candidature depuis 2024. Et plusieurs pays se sont retirés au dernier moment. Comment on explique que plus personne ne veut vraiment des JO? Le principal problème, c'est que les JO ne sont pas rentables, sauf pour Sydney et Atlanta. Mais en général, que ce soit les JO d'été ou d'hiver, ou la Coupe du Monde, les grands événements sportifs font perdre plus d'argent qu'ils n'en font gagner au pays. Ça s'explique en partie par des événements beaucoup trop grands et donc des ambitions beaucoup trop élevées, où chaque pays construit à chaque fois de nouveaux stades et piscines, ce qui augmente considérablement les coûts et donc réduit la possibilité d'être rentable. C'est un peu la malédiction du débutant. À chaque fois, chaque pays, au lieu de réutiliser ce qu'ils ont déjà, va construire de nouveaux stades et nouvelles infrastructures, toujours plus grandes, toujours plus modernes, et donc va au final perdre en rentabilité. En plus, il y a eu un paquet de corruption et de suspicions de corruption autour des jeux depuis des années maintenant, et pour cette édition 2024 aussi, ce qui n'arrange pas du tout les choses. À quel point les JO sont populaires? Pour le coup, c'est plus ou moins la même tendance pour les spectateurs et les téléspectateurs. Les téléspectateurs sont passés de près de 4 milliards en 2004 à maintenant 3 milliards les 2 dernières éditions, même en prenant le Covid en compte. Donc ouais, pour le coup, la situation est relativement contrastée, et donc je vois 3 scénarios possibles. Scénario 1,
les JO retrouvent l'engouement qu'ils avaient avant. Donc plus de spectateurs, téléspectateurs, des événements toujours plus grands et encore plus de candidatures. Ça, c'est très peu probable. Scénario 2, les JO continuent de perdre en popularité. S'ils ne se renouvellent pas et que personne ne veut accueillir les JO, on pourrait un jour voir les JO disparaître. Et scénario 3, par contre, les JO revoient leur modèle et deviennent plus modestes. Donc beaucoup moins de feux d'artifice et des ambitions revues à la baisse. Et donc, peut-être avoir des épreuves dans plusieurs pays, dans des infrastructures déjà existantes. Et c'est sûrement ce scénario-là qui est le plus probable. Les JO ont toujours été l'occasion de mettre en avant des dizaines de disciplines sportives, mais aussi des athlètes, des pays et sites qui sont devenus aujourd'hui historiques. Les JO permettent aussi d'innover pour faire face aux défis logistiques et écologiques actuels. Parce que chaque édition est différente et essaye d'être la meilleure que les précédentes. Donc plus moderne, plus verte et même plus surprenante. J'ai vraiment hâte de voir comment ce mariage sport et technologie évolue dans les années à venir. Et je serai là pour la cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup d'être resté jusque là. N'hésitez pas aussi à checker une de ces deux vidéos sur ma chaîne et abonnez-vous pour en savoir